Donc, chers amis, merci d'être ici. Il est 18h30 et comme à chaque fois, eh bien, j'en profite pour laisser la main à notre hôte du jour. Anthony, la parole est à vous. Et merci Vincent pour l'invitation. Et puis voilà, moi je vous parle de Genève en Suisse. À vrai dire, je crois qu'on est voisins. Je ne suis pas très fort en géographie, mais la Franche-Comté, si j'ai bien compris, est une région frontalière, en tout cas voisine de la Suisse. Donc voilà, on n'est pas très loin les uns des autres. Alors, donc Vincent m'a convié ce soir pour une intervention à votre attention qui va porter sur les intelligences artificielles. Donc, un thème d'actualité. Si vous n'y connaissez rien, tant mieux. Vous allez apprendre des choses ce soir et j'espère que ce sera moins mystérieux pour vous à la fin de ma conférence. Et donc, n'hésitez pas à interpeller moi-même via Vincent dans le chat à n'importe quel moment de la conférence. Alors, quelques éléments biographiques pour me présenter. Donc, je travaille ici, je suis le bâtiment gris qu'on voit en photo à l'instant. Donc, c'est la Haute École d'Art et Design de Genève qui rassemble 800 étudiants et étudiantes. On a plusieurs départements, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais dans les grandes lignes, on a des arts visuels, de l'architecture intérieure, on fait de la mode, du design graphique, etc. Et donc, moi-même, dans cette école, je m'occupe de coordonner les projets de recherche du corps enseignant dans tous ces secteurs. Donc, on cherche des financements et on mène des projets de 6 mois à 4 ans dans tous ces secteurs. Voilà, j'enseigne également environ un jour par semaine, surtout sur des cours liés à la théorie du design et aux cultures numériques. Et je conduis moi-même plusieurs projets de recherche. Voilà, vous pouvez les trouver sur le site web de l'école. Ils sont tous listés et je vais vous parler d'un de ces projets aujourd'hui. Mais j'y reviens après. Toujours me concernant, j'ai passé un doctorat en esthétique en 2014 à la Sorbonne à Paris, qui traitait des relations entre le design et les pratiques de programmation, entre code et design, pour le dire plus rapidement. Et vous trouvez, si ça vous intéresse, mon doctorat entièrement en ligne sur le site web qui s'affiche à l'écran. J'ai publié une partie de ce travail en 2017 aux éditions P42, spécialisées en art et design. Donc, pareil, vous pouvez trouver ce travail dans ce livre. Et également, j'ai cofondé une revue de recherche qui s'appelle Back Office en 2017. Le dernier numéro, le 5e, est sorti il y a peu, en 2023, donc je vous le conseille forcément. Cette revue traite des relations entre le design graphique et des pratiques numériques, et le tout dernier numéro traite de la 3D dans le design graphique. Et peut-être vous connaissez la revue Étape graphique, une revue de design graphique. Elle a malheureusement fait faillite. Enfin, en tout cas, le projet est terminé cette année. Donc Back Office, malheureusement, heureusement, c'est pour le point de vue, maintenant une des rares, une des seules même, revues de design graphique en langue française, et elle tient par les ventes au numéro. Donc voilà, je vous remercie par avance si vous pouvez soutenir ce projet qui est entièrement indépendant, qui n'est pas relié à une école. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'un projet de recherche que j'ai mené donc, dans mon école à la Edge Genève l'année dernière, qui traite donc des intelligences artificielles, qui s'appuie sur plusieurs travaux précédents. Je ne l'ai pas précisé, mais avant d'être en poste en Suisse depuis 4 ans, j'enseignais en France à l'Université de Toulouse-Jean Jaurès entre 2016 et 2019, et encore avant, j'enseignais dans l'éducation nationale à Boulogne-Billancourt, où je m'occupais avec d'autres collègues à l'époque d'un BTS, aujourd'hui on dirait DNMAID, en design graphique multimédia, voilà, on dirait peut-être aujourd'hui design d'interaction. Alors, donc ça s'appuie sur plusieurs travaux. En 2018, j'avais conduit une journée d'études, une journée de conférences et un workshop à l'Université de Toulouse-Jean Jaurès, où je coordonnais à l'époque un master en design social, qui traitait des sexbots, donc des sexualités et de robotique, avec un collègue de cette université. J'ai commencé à m'intéresser aux intelligences artificielles à proprement parler et davantage que l'exemple précédent. La même année, j'avais été invité en Tunisie pour donner une conférence sur ce sujet et j'avais traité des enceintes connectées. Vous connaissez peut-être donc Siri ou Amazon Echo. Donc, ce sont soit dans vos téléphones, soit dans des enceintes, des objets auxquels on parle et qui vous répondent. Pour que ça fonctionne, il faut des programmes dits intelligents. Donc, j'avais étudié ce type d'objet qui me semblait assez pauvre en termes de fonction et de design. Et j'ai présenté des conclusions dans cette conférence et dans un article de recherche. Et puis, plus récemment, avec la faculté de droit de l'Université de Genève, on travaille ensemble
sur des modèles économiques prospectifs liés à ces programmes et à la blockchain pour rémunérer la création, ce qui est un vrai souci. Un exemple très simple, si on prend l'industrie de la musique, qui a été largement bouleversée par le streaming. Donc, les artistes ne sont plus payés par des ventes d'albums, mais par des écoutes au clic. Mais sauf que le problème, c'est qu'ils elles sont beaucoup moins payés. Et donc ça, c'est déjà un problème, mais c'est déjà vieux, le streaming. Ça a déjà environ 10 ans. Mais là-dessus s'ajoutent maintenant des nouveaux problèmes qui sont qu'on peut, vous l'avez peut-être vu ou plutôt entendu, générer des morceaux de musique à la volée. Donc on peut dire, voilà, The Weeknd, on peut générer un morceau mélangeant The Weeknd à un groupe de musique, sans même passer par ces groupes de musique eux-mêmes. C'est entièrement généré. Et donc, qu'est-ce qui va se passer si on peut demain faire comme ça des morceaux de musique entièrement générés? Comment on va pouvoir encore rémunérer la création? C'est dans le champ de la musique, mais le problème se pose dans tous les champs de la création. Et donc, avec la faculté de droit, on réfléchit à des façons de pouvoir payer les artistes afin qu'on ne ferme pas demain toutes les écoles d'art et de design. Je pourrais vous en dire plus dans ma conférence sur cette partie économique. Alors, comme la plupart du temps dans des projets de recherche en Suisse, mais c'est le même système en France, on répond à des appels à financement. Donc, on travaille, à vrai dire, comme les architectes. On reçoit des appels et puis on y répond. Ça marche, pas. Ça marche, on est content. Et ça marche pas, on réessaye. Ici, c'était un appel à financement lancé par le rectorat, donc, dont dépend mon école, et qui traitait de la transition numérique. Et donc, je leur ai proposé un projet sur le thème des intelligences artificielles, accompagné de 2 collègues, voilà, ici à l'écran. Ma collègue Alexia Mathieu, qui est responsable du master Media Design à la Aide, qui fait du design d'interaction, notamment game design, installation interactive, également intelligence artificielle. Et Douglas Edric Stanley, un autre collègue chargé de cours au sein de ce même master, et qui lui est vraiment spécialiste de ces intelligences artificielles d'un point de vue technique. C'est quelqu'un qui a vraiment un haut niveau en programmation. Et donc, ensemble, on a proposé un sujet sur ce thème avec 3 sous-questions. On s'est tout d'abord demandé comment le machine learning, donc ML, pardon, je rentre déjà dans du jargon, mais l'apprentissage automatique, on verra ensemble ce que c'est, qui est aujourd'hui détenu par des très grands groupes technologiques pour être réorienté à plus petite échelle, de façon maîtrisée et sur mesure. On reviendra là-dessus après, ne vous inquiétez pas. Comment faire en sorte que ces technologies puissent vraiment servir à la création, de courir à l'invention et à la curiosité et pas formater tout ce qu'on peut faire. Et en quoi le design pourrait contrecarrer la culture dominante des intelligences artificielles. On verra juste après ce que veut dire culture dominante, mais en 2 mots, une culture capitaliste et tournée vers la productivité. C'était nos 3 questions de recherche. Pour ça, on avait plusieurs livrables qu'on a à peu près respectés. Il s'agissait tout d'abord d'analyser des pratiques professionnelles sous forme d'entretien, également l'environnement technique, d'en dégager des scénarios d'usage, de prototyper un outil de machine learning donc basé sur ces technologies qui servent au design graphique. Oui, je précise qu'on a restreint nos analyses au design graphique. On aurait pu analyser également la mode, également l'architecture, etc. Ce qui aurait été passionnant, mais c'est un projet d'une seule année, donc on n'avait pas le temps. Donc on a dû focaliser sur le champ du design graphique. Pourquoi ce champ-là? Parce que c'est un champ qui travaille essentiellement en 2 dimensions. Et donc, c'est davantage concerné, enfin, c'est plus simple d'automatiser des productions en 2 dimensions que des productions en 3 dimensions. C'est pour cette raison-là qu'on a regardé ça en premier. Et d'en résumer les conclusions dans un ouvrage de synthèse que j'ai publié. Le titre du projet, donc, c'était l'automatisation au pouvoir, point d'interrogation. C'est un titre qui fait écho à l'ouvrage qu'on voit à l'écran de l'historien d'architecture Siegfried Guédion, un vieil ouvrage qui date de 1948, qui était traduit en français, qui est épuisé depuis longtemps, mais qui devrait, je crois, être publié ces prochaines années. Donc voilà, c'est un ouvrage dans lequel l'auteur analyse l'automatisation dans tout un tas de champs, notamment l'agriculture. Et donc, j'ai repris son titre en écho à mon projet de recherche. Alors, les conclusions de l'essai, elles ont été publiées, du projet de recherche, pardon, ont été publiées dans un essai que j'ai rédigé, qui a été publié en mars par mon école. Là, vous l'avez en photo ou également à l'écran, également en anglais. Donc, c'est un livre, en tout cas, il a été publié bilingue dans 2 ouvrages différents. Et vous avez le lien à l'écran qui vous permet de télécharger l'ouvrage gratuitement en PDF, en EPUB et même en audiobook. Vous pouvez écouter cet ouvrage si vous n'aimez pas lire sur Spotify, YouTube, Apple Podcast, etc. En français, la version anglaise arrivera bientôt, mais j'imagine que vous préférez l'écouter en français.
le lire à l'écran en HTML ou acheter le livre pour 10 €, ce qui n'est pas très cher pour un livre suisse, dans diverses librairies. Donc, on voulait vraiment que l'ouvrage, ces principes de la collection manifeste à la aide, soit accessible au maximum pour un public très très large, en 2 langues et dans tous ces formats. À ma connaissance, je ne connais aucune collection qui propose une ouverture de ce type. Si vous en connaissez, envoyez-moi. Alors, l'ouvrage est divisé en 3 parties. On va rentrer dans ces 3 parties avec ma conférence. Une première partie contextualise l'intelligence artificielle d'un point de vue historique, avec un accent sur la psychologie, j'y reviendrai. Une deuxième partie dégage plusieurs risques de ces technologies en termes politiques et également pour la création. Et une dernière partie, peut-être la plus intéressante pour vous à voir, du coup, propose 5 axes qui permettent d'ouvrir et d'élargir la création avec ces technologies. Donc, c'est un ouvrage qui n'est pas pessimiste, ou pas seulement pessimiste, mais qui vise à dégager des façons de faire ouvertes liées à ces technologies. Voilà, je vous montre également 2 vues de la maquette, une seule vue plutôt de la maquette. Donc, rentrons dans la première partie, origine de l'intelligence artificielle, dont on entend parler depuis 1 an ou 2, mais qui est en fait quelque chose de très vieux. On peut remonter à minima à l'après-guerre. Donc, si on donne une définition assez basique de l'intelligence artificielle, on pourrait la définir comme un champ de recherche qui vise à simuler l'intelligence humaine grâce aux ordinateurs. Ça s'est développé à partir des années 1950, notamment sous l'impulsion de cette personne, Alan Turing, qui est très très important parce que c'est ni plus ni moins qu'une personne clé qui a joué un rôle dans la Seconde Guerre mondiale et sans qui peut-être les nazis auraient gagné la guerre. Voilà, il y a un excellent film sur une partie de sa vie que je vous recommande. Et donc, il a inventé, entre autres, donc, les principes généraux de l'intelligence artificielle qu'il n'a pas réalisé, c'était trop compliqué, et qui s'est ensuite ramifié en de multiples courants. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de tous ces courants, mais vous voyez qu'il y a beaucoup de sous-catégories qui ont été résumées dans ce travail-là. Et ce qui fait que ce qu'on appelle aujourd'hui intelligence artificielle est en fait une des sous-catégories de l'intelligence artificielle au sens large. Il y a bien d'autres choses, mais je ne vais pas rentrer dans ces détails. Et ce qu'on appelle aujourd'hui, du coup, intelligence artificielle, c'est essentiellement ce qu'on appelle du deep learning, de l'apprentissage profond. On verra après comment ça fonctionne, qui est lui-même une sous-catégorie du machine learning, de l'apprentissage automatique. Donc, ce qu'on va voir, c'est vraiment ce tout dernier cercle, mais aujourd'hui, la plupart des programmes qu'on appelle IA fonctionnent par ce biais-là, par ces technologies. Mais ça n'a pas toujours été le cas dans le passé et ce ne sera pas forcément le cas dans l'avenir. Alors, comment ça fonctionne, ce qu'on appelle l'apprentissage profond? On va donner à la machine des données. Ce qu'on appelle données, c'est des fichiers. Comme vous avez des fichiers d'images, des fichiers de musique, qui vont être en 2 catégories. Donc, c'est comme si vous avez 2 dossiers sur votre ordinateur. Dans un dossier, vous allez mettre beaucoup d'images qui vont être ce qu'on appelle brutes. Donc, il n'y aura pas de légende associée à ces images. Et dans l'autre dossier, vous allez mettre des images avec des légendes. Les légendes vont décrire ce qui est dans l'image. Et la machine va élaborer un programme en faisant correspondre ces 2 fichiers, ces 2 jets de fichiers, pardon. Comment elle va faire? Elle va vectoriser ces images, elle va les découper en différentes zones, ce qu'on appelle couches, c'est pour ça qu'on appelle ça profond, plusieurs couches de neurones, et plus il y a de couches, plus c'est performant. Alors, je vais vous donner un exemple très concret. Imaginons qu'on va y reconnaître si une image contient un chihuahua ou un muffin. Donc, on va donner à la machine différents jeux de données. On va dire à la machine, là, il y a des chihuahuas, là, il y a des muffins, là, il n'y a aucun des deux, là, il y a les deux. Et elle va elle-même, après, essayer d'élaborer un programme qui va permettre d'analyser si l'image contient l'une ou l'autre de ces formes ou les deux. Voilà, ici, avec un taux de confiance de 36%. Mais c'est déjà ancien. J'imagine qu'on peut arriver aujourd'hui à des résultats plus performants. Et donc, la reconnaissance d'image est une des premières applications de l'intelligence artificielle contemporaine. Ça a notamment été développé par des groupes comme Facebook ou Google. Donc, quand vous mettez une image sur Instagram ou sur Facebook, vous entraînez des programmes de ce type. Ce qui est très dur pour un être humain. Si vous voulez faire autrement que par du deep learning, bah, il faudrait apprendre à l'image ce qu'est un chat. Mais c'est à vrai dire assez compliqué. Parce qu'un chat, ça peut être vu de face, de profil, il peut y avoir une patte, il peut y avoir un bout d'œil, etc. Et c'est très compliqué de décrire par des règles objectives ce qu'est un chat. En fait, ça s'est révélé beaucoup plus performant que la machine apprenne par elle-même à reconnaître ce qu'est un chat, ce qui pour la machine, à vrai dire, n'est pas un concept,
mais un ensemble de vecteurs géométriques. Donc, c'est la même chose pour la reconnaissance vocale. Et donc, ça fait la fortune d'entreprises comme Tesla, les voitures autonomes, qui doivent du coup elles-mêmes apprendre à reconnaître des piétons, des panneaux de signalisation, tout un tas de formes très complexes. Et c'est impossible, en tout cas, on n'a pas trouvé comment, faire ça humainement. Et donc, il faut que la machine se base sur des jeux de données très, très importants pour performer. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est que plus il y a de données, mieux c'est. Et on verra après comment sont constituées ces données. Alors, on parle beaucoup d'intelligence. Je ne sais pas s'il y a déjà des questions, Vincent. Non, ça va. Vous m'interrompez à ce moment-là. Pas de questions pour Oui, oui, l'instant. ne t'inquiète pas, Anthony, dès qu'il y a les premières questions Parfait. qui arrivent, je t'interromps. Alors, on parle beaucoup d'intelligence artificielle côté grand public depuis 2 ans. Donc, vous avez peut-être, sans doute, entendu parler de ces services. Donc, DALL-E en janvier 2021, ça paraît déjà loin, mais c'est pas si loin dans l'histoire de l'humanité. Midjourney, juillet 2022, donc un peu plus d'1 an. Et surtout, ChatGPT, donc il y a moins d'1 an, en novembre 2022, qui ont vraiment popularisé l'intelligence artificielle et le deep learning auprès du grand public en proposant des services orientés divertissement et création. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générative. Pourquoi générative? Parce qu'on va générer des contenus à partir de consignes textuelles, ce qu'on appelle prompt ou requêtes textuelles, pour du coup obtenir du texte ou des images. Donc là, en l'occurrence, des images à l'écran. Donc ici, quelques exemples créés avec Midjourney. Donc vous donnez une instruction, une commande. Hein. On revient à l'informatique en ligne de commande des années d'après-guerre. Donc ici, on peut dire à la machine, voilà, donne-moi une image de 2 personnes âgées sous la pluie à New York. Puis ça vous donne l'image, enfin une série d'images dans lesquelles on peut choisir une image qui correspond à ce qu'on préfère, ou un atelier d'artiste peintre, comme à droite. Donc il y a tout un tas de consignes qu'on peut apprendre pour optimiser les résultats. Donc de formuler un cadrage, formuler une résolution, formuler des styles. Donc il y a tout un vocabulaire plus ou moins technique qu'on peut apprendre pour améliorer les résultats. Donc on peut générer Alors, des images. Oui. Anthony, donc évidemment, la première question, tu t'en doutes, pensez-vous que toutes ces intelligences artificielles peuvent détruire les artistes? Voilà, donc tout de Réponse suite, on courte, est dans oui la et non. polémique, Oui, mais bien réponse sûr. courte, oui et non, ça ne vous apprendra pas grand-chose. Patience, j'y reviens dans la suite de la conférence. Mais oui, en partie, mais non pas tout à fait. Ça fait un peu Et, après le et procès évidemment, d'enfant. la question, la corollaire, c'est est-ce que vous pensez que ça nous remplacera dans nos métiers du design? Réponse courte, encore une fois, mais j'y reviendrai après. Oui, si vous êtes peu performant, non, si vous développez une expertise. Mais j'y reviendrai après. Je fais des réponses très très courtes pour pas anticiper la fin. Ok, ça marche. Alors, ChatGPT fait la même chose. Donc, vous donnez une consigne textuelle, il vous donne un résultat également textuel. Donc, ici, une consigne je suis étudiant en radiologie, j'ai un cours sur les nouvelles technologies. Le prof vous demande ceci, peux-tu m'aider? Et ChatGPT vous donne une réponse. Donc, pareil, même question, est-ce que ça va tuer les profs? Non, mais les profs devront s'adapter. Donc, c'est la même chose pour les designers, en fait. Hein. Mais j'y reviendrai après. Alors, qui est derrière ces technologies? Derrière ChatGPT, c'est l'entreprise OpenAI, qui n'est pas du tout open, malgré ce que son nom pourrait nous laisser à penser. C'était à la base une fondation non-profit, qui n'est plus du tout vrai depuis quelques années. Maintenant, c'est un groupe très, très puissant économiquement, qui a édité l'ensemble de ses services et qui, du coup, domine, on peut dire, l'ensemble du secteur. Donc, il y a 4 entreprises au monde qui développent ça. Donc, OpenAI, Google, Facebook, IBM sont les principaux acteurs en Occident. Je mets la Chine de côté, c'est un peu particulier parce que la Chine fonctionne uniquement sur le marché chinois, même si c'est un acteur très puissant. Alors, l'intelligence artificielle existe depuis longtemps. Pourquoi on en parle autant que maintenant? Alors, très bonne question, ça je peux déjà y répondre. C'est que c'était trop compliqué. C'était avant d'inviter un public d'experts, d'expertes. Et donc, il a fallu vraiment ChatGPT, un peu la killer app de l'IA, parce que d'un coup, c'est devenu très simple. Ce qui se passait avant, c'est qu'il fallait vous-même rassembler les données, entraîner des modèles statistiques. Bref, il fallait être un geek ou plusieurs geeks pour que ça fonctionne. Avec ChatGPT, il vous suffit de créer un compte avec un email et c'est parti. On lui parle comme on parle à un collègue, une collègue. Pareil pour Midjourney, même si c'est un peu plus compliqué pour Midjourney parce qu'il faut un compte Discord. Dolly, c'est moins vrai, mais disons, du jour au lendemain, ça s'est vraiment démocratisé. Donc, c'est pas qu'on n'avait pas les capacités avant pour le faire, c'est qu'on a vraiment simplifié l'accès à ces technologies et que du coup, n'importe quel prof, étudiant ou personne dans un bureau s'est vu en capacité de les utiliser. Donc, c'est la simplification
depuis n'importe quel ordinateur et depuis peu, depuis n'importe quel téléphone. Avant ChatGPT, il n'y avait pas d'application téléphone, mais ça s'est réglé depuis 6 mois, qui a levé la barrière de l'accès. Donc c'est vraiment ça la différence majeure, la simplicité. Merci, Anthony. Du coup, voilà, du jour au lendemain, n'importe qui s'est retrouvé avec ça. Et donc, on a changé de seuil. C'est-à-dire que notamment dans les écoles, du jour au lendemain, toutes les écoles dans le monde ont été confrontées aux conséquences de ChatGPT sur les rendus écrits, ce qui, du coup, comment dire, après 2 réactions. Soit on se dit, on interdit ChatGPT et on fait l'autruche. Donc, voilà. Après, la seconde question, c'est comment on interdit ChatGPT. C'est une question, on va dire, très complexe. Réponse courte, on ne peut pas. Mais certaines écoles essayent quand même. Ou réponse, me semble-t-il, plus intelligente, on y reviendra à la fin de mon intervention avec une partie sur la pédagogie, on fait en sorte d'intégrer au mieux ces technologies dans la pédagogie parce que de toute façon, ça ne partira pas. Donc voilà, il faut faire avec. Anthony, une question qui touche un peu au droit. Est-ce que les IA génératrices ont une base de données qui vole quelque part les créations des artistes? Oui, j'y reviens juste dans 5-10 minutes. Ouais, tout à fait. Parfait, parfait. La réponse est oui, ce qui est un des problèmes. Alors, tout d'abord, ça c'est donc la première partie du livre, donc je reviens sur l'histoire, etc. Et puis j'étudie également, parce que on appelle ça intelligence artificielle. Et à vrai dire, il y a 2 problèmes. Un problème qui est au niveau du mot intelligent, un problème qui est au niveau du mot artificiel. Intelligent, pourquoi c'est problématique? Parce que j'ai regardé qu'est-ce qu'on appelle intelligent et sur quelle définition de l'intelligence ça s'appuie. Et on se rend compte qu'en fait, ces programmes s'appuient sur une vision du cerveau humain qui est une entité parfaitement performante et qui ne s'arrête jamais. Or, vous et moi, j'espère que vous aussi, on dort, notamment, entre autres. On est également, là je l'espère moins pour vous, mais en tout cas, je pense que n'importe qui sur Terre est confronté à ça. On peut avoir des périodes de moins bien, de déprime, ou plus, ou des troubles psychiques, enfin voilà, ce qui fait qu'on est humain, pour le meilleur et pour le pire. Et toute cette partie, disons, plus floue, plus trouble, en quelque sorte, est complètement ignorée par la simulation informatique. Et donc, on va se baser uniquement sur une vision productiviste du cerveau, ce qui, pour des démarches en art et design, est problématique, parce que de nombreuses démarches artistiques, de création au sens large, de la musique ou dans la littérature, se basent précisément sur les failles de ce qui nous rend humains. Voilà, c'est quelque chose qui n'existait pas dans les années 1960-70, où il y avait des recherches pionnières qui visaient à simuler l'être humain dans son dysfonctionnement, recherches qui ont été arrêtées parce que si vous voulez trouver des financements pour des programmes qui dysfonctionnent, c'est un peu compliqué. Et donc, du coup, le rendement économique a mis ça de côté. Mais du coup, un certain nombre d'impasses qu'on a aujourd'hui dans ces technologies viennent précisément du fait que ça se base sur une vision productiviste de l'être humain. Ensuite, plusieurs risques politiques qu'on va dérouler un par un. Tout d'abord, ces technologies renforcent le ou les pouvoirs existants. Ils vont notamment discriminer des personnes qui sont déjà discriminées et, faire franchir également un seuil en termes de discrimination qui fait que du coup, il y a des nouvelles discriminations qui apparaissent. Parce qu'on pourrait dire, la société est déjà raciste, ou discrimine déjà des personnes, et donc du coup, rien de nouveau. Oui et non, parce que du coup, quand on franchit un seuil, on crée aussi une nouvelle réalité. Notamment, ici, des technologies de reconnaissance qui sont utilisées dans des aéroports aux États-Unis depuis plusieurs années pour identifier des personnes dans des cases binaires hommes-femmes, ce qui du coup, pour des personnes transsexuel ne fonctionne pas, n'est absolument pas souhaitable. Comment on pourrait réguler ça? C'est très compliqué parce que du coup, comme ce sont des programmes informatiques qui s'opèrent à l'échelle mondiale, les lois des États-nations sont du coup bouleversées par ces technologies. En tout cas, c'est compliqué de réguler à l'échelle internationale. Il y a plusieurs groupes de travail, notamment UNESCO ou autres, qui malgré tout essayent de faire une harmonisation à l'échelle internationale. Assister ou asservir, donc là c'est un risque sur la vie privée. Quand vous utilisez ChatGPT, vous entraînez un modèle statistique qui du coup va utiliser vos interactions pour améliorer ce programme. D'ailleurs, ChatGPT 4 sorti quelques mois après ChatGPT 3, donc ça c'était début 23. L'entreprise s'est félicitée ou a remercié l'ensemble des personnes d'avoir amélioré son système, du coup gratuitement, qui du coup a renforcé son poids économique. Et donc, j'ai dit que ce n'était pas tout à fait intelligent, ce n'est pas non plus artificiel totalement, parce qu'il faut des êtres humains pour que ça fonctionne, donc toutes les personnes qui utilisent ces systèmes, mais également toute une main-d'œuvre invisible que le sociologue
Antonio Casilli appelle les prolétaires du clic. Donc, ça va être notamment des personnes situées en Afrique ou en Amérique du Sud, également en Asie du Sud-Est, qui vont entraîner les programmes statistiques pour que ça fonctionne. Je vous ai dit au tout début de mon intervention qu'il fallait des masses de fichiers très importantes. On parle de millions d'images. Il faut rassembler ces images-là. Il faut également les légender. Puis une fois que c'est légendé, il faut également regarder que ça fonctionne plus ou moins. Et donc, pour ça, il faut des humains qu'on va du coup sous-payer. Donc, voilà, comme vous dit, est-ce que ça va remplacer les artistes et designers? Oui et non. Tout dépend de quel pays on parle. Ici, on ne va pas dire que ces personnes sont des designers, mais c'est des nouveaux emplois qui sont créés, mais au détriment d'emplois qui sont peut-être perdus dans nos pays. Et évidemment, les salaires ne sont pas du tout les mêmes. Je te propose deux questions, Tony, en Oui. rapport avec ce que tu viens de dire. Quelle est la mention légale de l'intelligence artificielle, notamment à propos des droits d'auteur? Oui, j'y viens juste ici. Voilà, c'est parfait. Okay. Ça recoupe la question qu'on avait avant sur est-ce que l'IA vole le travail d'artiste? Réponse oui. Ces programmes, en tout cas Midjourney ou DALL-E, donc on parle d'images, vont aspirer tout un tas d'images, quasiment la totalité des images qui sont en ligne sur le web, également dans les médias sociaux, sans autorisation préalable. Parce qu'en fait, il faut des millions d'images pour que ça fonctionne. Et ces sociétés ont considéré que si elles demandaient l'autorisation préalable, la plupart des gens allaient refuser et du coup, on n'aurait pas assez de données pour que ça fonctionne. Donc, il a fallu, pour ces sociétés, aspirer, du coup, récupérer tout un tas de données en ligne sans autorisation préalable. Et donc, certains artistes, à juste titre ou non, mais on peut le considérer comme à juste titre, se sont sentis volés, voire dépossédés de leurs propres travaux, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a plusieurs procès en cours dans tout un tas de pays autour de ça. C'est des questions très complexes, parce que du coup, ça dépend des droits de chaque pays. Le Japon, par exemple, aurait dit que du coup, ce serait autorisé d'aspirer les données. Aux États-Unis, c'est pas clair. En France non plus. Donc, il y a des procès en cours. Et donc, l'issue, favorable ou défavorable pour les artistes, n'est pas encore certaine. Voilà. Alors, pour revenir un petit peu, j'ai vu la slide d'avant qui me semble être en relation avec une question de Marie, qui dit est-ce que tout le monde a ou aura accès à ces IA? Parce que quand il sera popularisé, ça créera une sorte de frontière entre les personnes qui l'auront et ceux qui l'auront pas. Est-ce qu'il y aura les riches qui l'auront, les pauvres qui l'auront pas? Enfin, voilà. Oui, oui, tout à fait. Très, très bonne question. Pour l'instant, ces programmes sont à peu près gratuits jusqu'à un certain point. Si vous voulez, il y a un forfait qui est gratuit. Par exemple, si on veut faire des images dans Midjourney, je crois que c'est 5 images de mémoire, mais ces choses-là changent assez vite. Après, il faut payer. Et il faut payer un abonnement qui peut aller de 10 à 30 euros mensuels, ce qui pour les étudiants est une somme non négligeable. Et pour les écoles, encore plus, si les écoles doivent payer pour chaque étudiant et étudiante. Et il est probable que ces tarifs augmentent dans le futur. Donc, oui, tout à fait, ça peut créer des inégalités qu'on a déjà aujourd'hui avec les logiciels type Adobe qui sont loin d'être gratuits, qui sont sur des sommes à peu près approchantes, sur plusieurs dizaines d'euros, de francs, ou d'euros, pardon, de francs suisses, à peu près pareil, les francs suisses et les euros mensuels. Donc, on a déjà une inégalité. C'est un vrai souci dans la création graphique ou création tout court en design, d'avoir un petit nombre d'entreprises, voire même une seule si on prend Adobe, qui possède tout le marché des logiciels. Mais ça, malheureusement, c'est un problème qui date déjà d'il y a plus de 50 ans. On n'a pas de programme libre de droit performant qui peut concurrencer ce type d'entreprise. Et donc, voilà, il y a déjà des personnes qui travaillent sur des intelligences artificielles libres de droit. La bonne nouvelle, c'est que ça commence à fonctionner. Et donc, il n'est pas du tout certain que, du coup, ça reste du point de vue du privé. Mais j'y reviendrai peut-être en conclusion là-dessus. Okay. Je reviens sur la question des droits d'auteur. Oui. Du coup, dans certains cas, on peut demander à ce que nos données soient retirées de ces bases de données, mais c'est très dur à vérifier. Et il y a, à vrai dire, il y a une double infraction du copyright. C'est qu'il y a déjà une infraction si vos créations servent à entraîner les programmes statistiques, et il y a une autre infraction possible si une personne peut générer une création qui va ressembler à ce que vous faites, un style d'une personne connue. Mais voilà, ce n'est pas tout à fait la même chose au niveau des procès. Voilà. Je te propose une dernière question et puis après je te laisse reprendre le cours parce qu'il y a vraiment énormément de questions. Si cela est interdit au niveau de certains pays, est-il possible de pouvoir détecter une image créée par une IA? Non, c'est très compliqué. C'est très compliqué de savoir si vos images sont en ligne dans des millions de datasets.
parce que c'est des datasets privés, donc il n'y a pas vraiment de solution. Et pour l'instant, ce n'est pas interdit dans certains pays. Hein. Les procès sont en cours, c'est très récent. Donc c'est la jurisprudence qui déterminera dans les prochains mois si c'est interdit ou pas. Pour l'instant, il n'y a pas d'interdiction. C'est possible qu'il y en ait dans le futur, mais ce n'est pas encore interdit. On a encore de zones grises au niveau juridique. On laisse Anthony reprendre. Ne vous inquiétez pas, les questions seront traitées, mais voilà, on laisse quand même dérouler la présentation. Ce qu'il faut garder en tête, hein, c'est que Midjourney, ChatGPT, etc., c'est arrivé ces 2 dernières années. Le temps de la justice, il est assez long, et donc on n'a pas encore en tout cas, que ce soit au niveau français ou au niveau suisse, on n'a pas encore de jurisprudence très claire qui trace une frontière entre ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas. Donc ça occupe beaucoup les collègues juristes, vous vous en doutez, mais il n'y a pas encore de réponse arrêtée de ce point de vue-là. En tout cas, moi, je suis en étroite relation avec les collègues en droit à Genève, mais voilà, donc, vous serez informés. En tout cas, ce sera communiqué quand ce sera très clair, mais pour l'instant, pas du tout. Alors, autre risque, au-delà du droit d'auteur, ce qu'il faut garder en tête aussi, hein, c'est que ces modèles sont entraînés sur des images, c'est tout n'importe quoi. Ça peut être une photo de votre chien, ça peut être une image libre de droit, ça peut être tout un tas de choses. Donc, ce n'est pas que des images d'auteur, en quelque sorte. Hein. Et à vrai dire, les images d'auteur, ce sont une goutte d'eau dans l'ensemble de ces modèles. Mais voilà, on peut réfléchir sur le terme du vol, mais on verra. J'attirerai votre attention sur des hypothèses de réflexion peut-être plus provocantes. Je pourrais avancer dans certains cas que les artistes auraient intérêt à verser l'intégralité de leur création dans ces bases de données. Voilà. J'y reviendrai à la fin de mon intervention, ce qui peut-être est contre-intuitif à première vue. Alors, stéréotyper les méthodes de conception. Alors, ce n'est pas une question nouvelle. On pourrait la dater de la fin des années 80 ou début 90 avec l'apparition des logiciels de création type Adobe Photoshop, avec une citation assez terrible mais visionnaire du théoricien et designer artiste John Maeda, qui se demandait, donc en 1995, mais c'est des questions très actuelles, qui se demandait si on n'est pas proche du point où le ou la designer moyenne n'a plus rien à vendre, qui vaille la peine d'être acheté. Donc, citation assez terrible, mais il faut mieux pas se voiler la face si on veut exister sur le marché. Et donc, c'est une question qui se rejoue aujourd'hui. C'est la question qui m'a été posée avant. Est-ce que ça va remplacer les artistes et designers? J'y reviendrai. Je n'évacue pas cette question. C'est le cœur de mon ouvrage, hein, mais un peu de patience. Imiter et uniformiser. Ce qui se passe dans les usages dominants, c'est que ces programmes vont imiter des façons de faire déjà existantes. Un exemple assez célèbre qui a attiré en tout cas l'attention des médias et du grand public, un exemple de 2016, The Next Rembrandt, donc développé par Microsoft, c'est une campagne de communication pour une banque, ING, qui a donc Microsoft a du coup entraîné un programme à générer une nouvelle peinture à la façon de Rembrandt, d'où le titre, hein, Nouveau Rembrandt. Donc il a mis je sais pas, 300, 500 peintures de Rembrandt pour en générer une nouvelle, qui a été ensuite imprimé en 3D sur une toile et exposé. Et du coup, les médias se sont demandé est-ce que du coup, les intelligences artificielles pourraient remplacer les artistes. C'était vu comme une technologie révolutionnaire. Dans l'essai, je fais l'hypothèse inverse, qu'on devrait parler de technologie réactionnaire, étant donné qu'il s'agit intégralement d'imiter une œuvre d'art du passé, comme ce qui se passait avec le mouvement du classicisme ou les salons des années 1800, c'est déjà très vieux, ou même les tout débuts de la photo, quand la photographie est inventée, elle imite la peinture. Mais quand aujourd'hui on veut vivre de son art en tant que photographe, eh ben, c'est précisément parce qu'on va faire autre chose que ce que proposait la peinture qui, il y a déjà plusieurs centaines d'années, du coup, proposait de se faire le portrait, ce qui était très long, il fallait poser, etc., ça coûtait très cher. Et du coup, quand la photographie apparaît, ben, on peut créer des portraits à la façon des peintures, mais qui prennent pas quelques minutes, parce que c'est un temps de pause assez long, mais disons, voilà, quelques dizaines de minutes, voire heures, mais quand même nettement plus rapide que les peintres de l'époque. Mais si la photographie est ensuite devenue un art, c'est qu'elle s'est écartée assez considérablement de la peinture de portrait de l'époque. Et donc, me semble-t-il qu'avec ces intelligences artificielles, donc à plusieurs centaines d'années d'écart, on est coincé toujours là-dedans. On va dire, mais c'est génial, on peut imiter Michael Jackson, The Weeknd, Rembrandt ou, je ne sais pas, Jeff Koons, ou que sais-je. Mais la question, elle est tout autre. Et comment on pourrait créer un peintre ou un artiste aussi important que Rembrandt, mais qui n'est pas Rembrandt?
Et là, c'est beaucoup plus compliqué, parce qu'il faudrait que la machine soit non plus seulement capable de reproduire, mais d'inventer. Et donc, c'est ça la frontière qui, aujourd'hui, n'a pas encore été franchie, qui peut-être ne sera jamais, en tout cas, elle n'est pas encore, de comment on sort de l'imitation pour faire autre chose. Donc, du coup, ça répond, ça vous donne déjà un indice sur la question qui m'a été posée. Est-ce que ça nous remplacera? Réponse, oui, mais non. Ça remplacera des façons de faire possiblement imitables, mais ça ne remplacera pas quelque chose qui est très important dans le champ du design, qui est non pas la forme finale, qui peut prendre la forme d'une peinture, d'un plan d'architecture, d'un vêtement, que sais-je, mais d'une réflexion sur le contexte. Parce qu'une démarche de design n'est absolument pas seulement un livrable fini, formalisé, qui lui peut-être être imité, si on a des livrables suffisamment nombreux qui ressemblent à ce qu'on veut obtenir. Mais quand vous voulez créer, par exemple, une campagne de communication pour une entreprise, il faut déjà comprendre ce que veut l'entreprise. Aller les voir et discuter ce qu'on appelle le brief, l'analyse stratégique. Et ça, en tout cas aujourd'hui, et vraisemblablement pour encore plusieurs années, c'est trop compliqué pour une machine de faire ce travail d'analyse stratégique. Parce que c'est du formel, de l'informel, de l'intuition, du dialogue, enfin de la relation humaine en quelque sorte, et qui dit relation humaine, dit relation non machinique, donc un espace qui n'est pas automatisable par une machine. Donc si vous considérez que le travail du designer, c'est uniquement de créer de la forme, vous vous trompez, et là, il y a un danger d'être remplacé. Si vous considérez que le travail du designer, c'est quelque chose de bien plus complexe, de plus long et de stratégique, vous avez raison, et donc valorisez davantage qu'avant cette partie analytique, et du coup, vous serez plus en capacité de vendre vos compétences sur le marché et utiliser ces IA pour certaines phases du design, mais pas pour la totalité, parce que de toute façon, ce sera impossible. Donc, en réponse autrement formulée, si vous êtes situé uniquement dans un rôle d'exécution, vous êtes dans l'embarras parce que du coup, la machine exécutera plus vite que vous les choses. Une machine va toujours être plus performante qu'un être humain quand il s'agit d'imiter ou d'opérer des tâches répétitives. Donc là, il y a un danger si vous faites des tâches répétitives. Si vous faites des tâches moins répétitives, vous pourrez sans doute facturer plus cher aux prestations et donc il y a des nouvelles opportunités sur le marché qui s'ouvriront à vous. Voilà, donc je réponds plus en détail là la question qui m'a été posée avant. Et donc dans l'essai, du coup, je fais l'hypothèse qu'il ne faut pas penser en termes de remplacement de l'humain par la machine, mais que peut-être le vrai danger qui nous guette, c'est plutôt le recouvrement, donc un environnement dans lequel on ne pourrait pas distinguer ce qui est produit ou non avec ce type de programme. Et vraisemblablement, on sera dans de la création hybride. Parce que même si la machine vous génère des formes, il faut déjà savoir quoi lui demander. Et si vous avez discuté avec n'importe quel client, la plupart des clients ne savent pas exactement ce qu'ils et elles veulent. Enfin, ils ont peut-être une idée, mais qui est fausse. Et donc, il faut discuter avec elles et eux pour co-rédiger le brief stratégique. Et puis, voilà, c'est quelque chose qui évolue tout au long du projet. Et puis, il faut aussi savoir le produire et choisir. Parce que quand Midjourney vous donne, Midjourney ne va pas vous donner, même si vous savez quoi demander pour arriver à une image, Midjourney va vous donner 5, 10, 100 images. Comment vous allez savoir laquelle de ces 5 images est la meilleure? Là, c'est très compliqué. Là, c'est toute votre intuition, votre culture artistique, que le client, de toute façon, ne l'aura pas, qui va vous permettre de choisir entre tout ça. Autrement dit, si je reprends... Oui, pardon, excuse-moi Anthony, c'était un petit peu ce que pensait Juliette dans sa question. Est-ce que l'intelligence artificielle pourrait par la suite avoir un impact positif sur le travail du designer? Je crois qu'on y est là en fait. Oui, alors elle aura un impact à différents niveaux. Elle va, et ça, ça ne fera pas l'affaire de tout le monde, mais l'hypothèse que je fais dans le livre, c'est que ça va trier la profession. Peut-être qu'il y a trop de designers et que du coup, les personnes qui sont dans des rôles d'exécution vont malheureusement, ça va être compliqué pour ces personnes d'avoir encore une valeur sur le marché. Inversement, ça va peut-être tirer vers le haut des personnes qui auraient des compétences plus avancées. Donc un tri qui va se faire dans la profession. Et ça va aussi faire gagner du temps. Très clairement, certaines phases, on pourrait les accélérer de façon assez drastique grâce à ces intelligences et peut-être du coup vendre plus cher le même temps de travail. C'est peut-être la bonne nouvelle qui va se poser à nous. Également, je disais que c'est compliqué de choisir, donc la fonction de curation va être très importante. On a beaucoup parlé, me semble-t-il, des nouvelles compétences liées à la rédaction des requêtes, des prompts, de savoir écrire ces requêtes, mais on a moins parlé
également de la compétence qui est nécessaire. C'est qu'une fois qu'on a écrit la requête, il faut choisir. Et donc, c'est aussi une compétence qu'il faut maîtriser. Il y a une petite question, Oui. tu allais peut-être y revenir, mais est-ce qu'il y a des risques d'augmentation du nombre de fake news dues aux intelligences artificielles? Et avant, il y avait eu, pensez-vous que les IA deepfake ou voice maker, etc., risquent de créer beaucoup de fake news? Oui, tout à fait, absolument. Ça, c'est un vrai risque. Alors, je ne le traite pas dans mon livre parce que ça dépasse le champ du design, mais on se situe plutôt du côté des médias ou de la presse. Donc, ça mériterait un autre essai. Oui, absolument. Là, c'est clair qu'on a aujourd'hui des technologies qui permettent, peut-être vous avez vu cette vidéo où notre président Emmanuel Macron parle à la façon du youtubeur Squeezie, de façon assez convaincante. Donc, absolument. Donc là, ça va être un challenge pour les médias d'authentifier, qui vont peut-être du coup devenir comment dire, des entités qui vont labelliser les informations vraies ou fausses, ce qui aujourd'hui, en tout cas auparavant, se posait pas vraiment ou beaucoup moins. Et donc, ça pourrait peut-être renforcer les groupes médias, en tout cas un nouveau défi qui vont se poser à eux pour que tout et n'importe quoi ne circule pas sur la toile. Mais c'est clair que là, on va, dans les prochains mois, je pense même pas années, mais dans les prochains mois, assister à une explosion de la désinformation et que donc on aura besoin d'entités qui puissent certifier les contenus qui circulent en ligne. En tout cas, il faudra inverser la logique et considérer que tout ce qui est en ligne est a priori faux et que donc il faudra considérer que, voilà, que ce qui est certifié par certaines entités est comment dire, doué de légitimité ou de véracité en quelque sorte. Hein. Il faudra renverser le paradigme. Et dernière question avant de te laisser reprendre le cours. Serait-il possible un jour qu'une IA crée à 100% une œuvre sans s'inspirer et copier d'autres œuvres? Donc elle devienne Euh, finalement vraiment intelligente, quoi. Je pense pas. Je pense pas que ce soit. Je pense pas que ce soit possible pour des raisons techniques, mais aussi en raison des paradigmes de code. Ce qu'on appelle aujourd'hui deep learning se base sur des données préexistantes. Donc, ce serait du coup un nouveau paradigme complètement différent de ce qu'on a aujourd'hui qu'il faudrait inventer. Je ne dis pas que c'est impossible, hein, mais je parle dans les 5-10 prochaines années, c'est peu probable. Également, il faudrait encoder une conception d'intelligence humaine qui soit beaucoup plus ouverte, et c'est ce que je disais au tout début, d'être capable de coder une intelligence humaine qui soit, je sais pas, psychopathe, névrosée, faillible, qui dorme, qui se trompe, etc. C'est pas impossible qu'on y arrive, mais ça nécessiterait des recherches très très lourdes, tout à fait passionnantes à mener, mais on en est très 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 loin et c'est peu probable qu'on y arrive un jour, mais je ne peux pas dire impossible parce que déjà il y a 5 ans, si on avait dit qu'on arriverait à ChatGPT, peut-être que beaucoup de personnes auraient dit que ce n'est pas possible, mais en tout cas, pour la première partie de votre carrière, c'est peu probable que ça arrive. Également, pour créer une œuvre d'art, il ne suffit pas de produire une œuvre d'art, il faut aussi la faire légitimer. Il faut l'exposer, il faut qu'il y ait des critiques d'art qui reconnaissent ça comme art. Bref, il faut tout un jeu humain pour que ça puisse exister comme art. Et donc, c'est le problème aujourd'hui, c'est qu'on dit, voilà, on produit quelque chose qui ressemble à un truc du passé, c'est une œuvre d'art. Absolument pas. Il faut que ce soit légitimé par des critiques, des magazines, que ce soit exposé, vendu, qu'il y ait des acheteurs. Donc, il faut qu'il y ait tout cet écosystème du monde de l'art ou du marché du design pour que ça puisse fonctionner. Et voilà, ça, c'est encore un autre défi. Peut-être que le marché de l'art s'écroulerait et que plus personne serait prêt à payer pour ça. Ça, c'est encore une autre hypothèse. Alors, on arrive à la troisième partie de l'ouvrage, potentialité créative. Qu'est-ce qu'on peut faire du coup face à ces risques de plus intéressants, même si j'ai déjà donné quelques indices. Donc, un des dangers, c'est que du coup, tout se mette à se ressembler. Et du coup, face à ça, on pourrait retourner les choses et de se dire que si ces technologies sont très puissantes pour imiter, pour standardiser, on peut précisément du coup retourner les choses et de se dire qu'on peut les utiliser pour regarder ce qui est déjà dans nos environnements, déjà de l'ordre de l'imitation et du standard. Un des exemples clés pour ça, c'est celui de la mode. Le champ de la mode, du coup, on n'a pas attendu les IA pour qu'il y ait d'imitation. Et donc ici, c'est une œuvre de l'artiste Robbie Barat en 2018, donc il y a déjà 5 ans, qui a entraîné un programme pour générer des nouveaux vêtements à la façon de Balenciaga. Il appelait ça Balenciaga AI. Et donc, cette collection a été saluée par les acteurs de la mode comme, dans certains endroits, plus intéressant que ce que la marque elle-même pouvait faire. Mais ça s'explique assez facilement par le fait que voilà, la marque est soumise
à comment dire, des logiques de rentabilité, d'accélération, parce qu'il faut sortir des collections tous les 3 mois, peut-être même moins, alors qu'un programme peut se permettre de passer outre ces contraintes. Et du coup, par exemple, voilà, on a ici à droite ce pantalon, enfin, espèce de pantalon de Knix Croissance avec une sorte de sac, on ne sait pas trop, parce qu'il y a une zone de flou d'interprétation, mais peut-être qu'un styliste n'aurait pas eu l'idée de fusionner ces 2 catégories, en tout cas de vêtements et d'accessoires. Donc on pourrait imaginer du coup d'entraîner des programmes pour créer des sortes de coefficients d'originalité. Un autre exemple, c'est le studio Disney qui, dans ses longs métrages, va reprendre des sortes d'extraits d'anciens films. Et donc, on peut, grâce à des programmes contemporains, repérer ces séquences ou ces remixes de façon assez simple, également dans la musique. Donc, on peut déjà discerner tout ça et l'analyser d'une nouvelle façon, ce qui, du coup, renouvelle la profession de critique d'art ou même d'historien d'art grâce à ces technologies. Deuxième axe de création ou de réflexion, de regarder dans ces programmes ce qui est de l'ordre de la complexité, non pas de la simplicité, parce que la promesse de ChatGPT ou de Midjourney, c'est que n'importe qui peut s'en servir, que c'est très simple et que ça fonctionne de façon magique. J'espère vous avoir convaincu que c'est absolument pas le cas, qu'il faut du coup une main-d'œuvre humaine assez considérable, même si elle est invisible, elle existe, et il faut également une infrastructure matérielle très compliquée pour que ça fonctionne. Tout ça a été merveilleusement mis en avant il y a déjà 5 ans par 2 chercheurs, Kate Crawford et Vladan Scholler, qui ont, dans ce projet, analysé le fonctionnement d'une enceinte Amazon et qui ont du coup mappé sous forme visuelle tout ce qu'il faut pour que ça existe. Et donc, il faut de la main-d'œuvre humaine, j'en ai déjà parlé, des ordinateurs, des minerais pour construire ces machines, des matériaux qu'on va devoir prélever dans des pays en tension, voire en guerre, comme en Afrique ou en Amérique du Sud, par exemple en Bolivie. Là, récemment, on a trouvé en Bolivie un nouveau gisement de lithium. Le lithium, c'est ce qui permet, entre autres, à vos batteries de fonctionner dans vos téléphones. Donc, sans lithium, il n'y a pas d'iPhone, ni d'Android, etc. Et donc, c'est un minerai qui est absolument central aujourd'hui dans les technologies contemporaines, par exemple chez Tesla, pour les voitures autonomes. Et donc, c'est source de tensions géopolitiques assez considérables. Et donc, voilà, plus on a de ce type de programme, plus ça crée des problèmes dans le monde. Donc, c'est pour ça que, du coup, certains chercheurs travaillent sur des alternatives low-tech à ces IA grand public qui pourraient fonctionner sur des petits jeux de données, sur des ordinateurs à très faible consommation énergétique qui pourraient tenir sur un petit processeur, par exemple comme Arduino, c'est des microprocesseurs qui coûtent 10 €, une très très faible somme. Mais du coup, voilà, ce serait du coup d'autres choses à inventer et ça ne ferait pas la même chose que Midjourney ou que ChatGPT. Donc ça, c'est des recherches émergentes aujourd'hui et dont on espère voir les conclusions ces prochains mois, voire ces prochaines années. Tu viens de répondre justement à une question qui avait été posée par Jeanne, qui disait: quel est l'impact écologique des intelligences artificielles? Ont-elles Désastreux. un impact direct sur l'environnement ou bien indirect? Non, direct, c'est absolument désastreux, c'est compliqué à évaluer. Voilà, par exemple, si on prend une requête Google, c'est compliqué de se dire est-ce que c'est un café, 1000 cafés, un voyage en avion. Enfin, c'est des choses très très contestées et difficiles à estimer, mais c'est clair que c'est loin d'être neutre pour l'impact écologique et que donc on a besoin urgemment d'alternatives low-tech et basse consommation pour faire face à ces technologies. Mais oui, c'est clair que c'est un vrai problème écologique. C'est absolument certain, même si on ne sait pas exactement le quantifier, on sait que ça pollue beaucoup. En tout cas, que ça consomme beaucoup. Donc voilà, alternative écologique, en tout cas, c'est des recherches qui sont menées dans mon école, entre autres. On travaille sur ces alternatives open source et basse consommation. Autre axe de création, de jouer avec les aléas et les limites de la prédiction. Donc, qu'est-ce qui se passerait si on sortait de l'imitation pure et dure ici, donc c'est un travail, je trouve, très intéressant de deux designers, Simone Rebodenko et Sami Niemela, qui ont hybridé 2 jeux de données. D'une part, la culture chinoise de l'intelligence artificielle telle qu'on peut la trouver sur un site comme Alibaba. Alibaba, c'est le Amazon chinois, donc c'est un site où vous allez trouver, comme vu à l'écran, des chargeurs, des câbles, des puces, des drones, enfin tout un tas de choses technologiques. Et puis la culture du design
produits de l'Europe du Nord, donc type Ikea, donc des chaises en bois, des lampes, tout un tas de choses que vous connaissez. Qu'est-ce qui se passe si on mélange ces deux cultures avec des données qu'on peut trouver en ligne? Donc, ça donnerait ce genre de choses. Ici, donc, la machine a généré donc, des nouveaux objets. Ici, donc, c'est un chandelier qui va servir à recharger des téléphones portables. Ça a également donné un contrôleur en vitro céramique pour jouer à des jeux vidéo. Bref, donc, tout un tas d'objets imprévus, un peu bizarres, un peu chimériques, et ce qui est du coup beaucoup plus intéressant que de faire des choses à la façon de. Donc, on peut coefficienter des cultures techniques ou historiques de l'objet. Ça pourrait être la même chose pour des affiches, ce qui du coup ouvre des nouvelles perspectives de création absolument impossibles auparavant. Et donc, ce qui va se passer, vraisemblablement, c'est que du coup, le studio de design du futur ou les futurs du musée, voire de l'histoire de l'art, auront eux-mêmes leur modèle statistique à entraîner. Et peut-être qu'à l'avenir, si vous êtes un artiste très connu, vous pourrez louer à la journée ou à l'heure votre style à des programmes ou à des entreprises. Donc, ça va devenir des nouveaux business models pour la création. Et donc, la collecte et l'entraînement des données va devenir le nouvel or noir de la création. Et donc, voilà, la protection de ces données, mais également la faculté à les louer ou à les vendre au cas par cas, vont devenir des aspects absolument centraux dans la création contemporaine. Face à ces données, du coup, qui sont... aujourd'hui, on est un peu dans un monde de truands, quoi. On aspire tout et on en fait n'importe quoi. Peut-être que, du coup, si vous êtes un designer, vous allez scanner, je sais pas, vos 1000, 2000 croquis, entraîner votre modèle sur votre machine, donc ce ne sera absolument pas en ligne pour tout le monde. Et du coup, ça va vous aider vous-même à accélérer votre création. Et vous pourrez peut-être le louer pour une soirée, pour une heure ou autre, tout en contrôlant les données pour tel ou tel type d'usage. Je pense que je réponds du coup Donc aux là, ça questions qui m'ont répond été posées effectivement auparavant. aussi à Juliette qui disait est-ce que l'IA pourrait évoluer positivement dans le futur? Là, tu viens de montrer un exemple typique où on va l'utiliser intelligemment, mais pour Alors, soi-même, quoi, pour le designer oui, lui-même. ce qui suppose quand même un changement de paradigme du métier. C'est-à-dire que du coup, ça va s'adresser, en tout cas, ça va être possible uniquement par des studios de design ou des designers qui ont des compétences en informatique. Voilà, il ne faudra pas se leurrer. Parce que du coup, les personnes qui n'en auront pas, du coup, seront condamnées à utiliser des IA grand public, celles qu'on connaît aujourd'hui, qui vont pas disparaître, hein, qui vont coexister avec des IA plus ciblées. Mais du coup, c'est-à-dire que vous serez en concurrence avec n'importe qui qui pourrait utiliser les mêmes programmes. Et du coup, vous n'aurez pas d'avantage concurrentiel. Donc, ça va être potentiellement problématique. Donc, du coup, ça va renforcer une dynamique qu'on avait déjà, c'est que voilà, sans accès au code, sans accès à cette culture technique, un danger potentiel vous guette. Donc là, c'est une mise en garde que je fais à toutes les personnes qui m'écoutent. Alors, j'en profite pour rebondir sur les... Parce que DNMAT, c'est aussi métier d'art, donc métiers artisanaux également. On a en Oui. Franche-Comté costume de scène, on a métier du bois, on a aussi horloger, joaillier. Et donc, question de la part d'Élise qui dit, est-ce que les IA peuvent intervenir dans nos métiers artisanaux? Alors, ce que ne remplace pas les IA, et là, je vois absolument pas comment ça pourrait être possible, c'est le geste. Et ça, c'est absolument central. C'est-à-dire que le geste, c'est une partie j'évoquais tout à l'heure les failles, hein, les troubles du psychisme humain. Un autre aspect absolument ignoré, en plus de l'analyse stratégique, donc, comment dire, trouble du psychisme humain, c'est pas dans les IA. Deux, analyse stratégique, donc comprendre le contexte, discuter avec les gens, n'est pas non plus dans les IA. Trois, le geste. C'est vraiment les trois piliers qui aujourd'hui font qu'on n'arrivera pas à imiter totalement une démarche de design. Le geste, c'est absolument central, parce que si vous faites du bijou, de la mode, ou n'importe quoi qui implique des matériaux, vous n'allez absolument pas définir votre projet totalement en amont. Le projet va naître totalement ou en partie de la rencontre avec des matériaux. C'est une banalité que je dis, hein, enfin, dans le champ de l'art, dans la sculpture, dans la peinture, c'est absolument central. Enfin, toute l'histoire de l'art est intégralement, enfin, en tout cas en grande partie basée sur la rencontre avec des matériaux. Donc voilà, si vous faites des bijoux, de la mode ou que sais-je, vous avez affaire à des matériaux et l'IA ne pourra pas vous remplacer totalement précisément parce que du coup, la rencontre avec le matériau, elle est trop complexe. Voilà, même si on a de l'impression 3D, même si on a différentes choses, ça ne peut pas remplacer. Donc, du coup, peut-être qu'il y aurait du coup un nouvel, enfin, comment dire, version positive, hein, comment dire, un renforcement au développement à l'avenir des métiers d'art, parce que du coup, ce que vont chercher les clients, ça va être davantage des personnes qui maîtrisent ces savoir-faire techniques d'artisanat, parce que du coup, les machines ne pourront précisément pas les prendre en charge. Autrement dit, tout ce qui n'est pas automatisable va gagner de la valeur, en quelque sorte.
Donc, si vous voulez chercher à gagner de l'argent, je vous le souhaite, ou à exister en tout cas sur les marchés de la création, posez-vous absolument la question, mon emploi désiré ou futur est-il automatisable? Si oui, changez ou adaptez votre métier. Sinon, valorisez, tant mieux, mais en tout cas, faites-le savoir. Parce qu'après, il faut que les gens soient aussi prêts à vous payer. Donc, valorisez, expliquez, faites œuvre de pédagogie pour expliquer que ce que vous faites n'est pas automatisable et que donc ça a davantage de valeur dans un monde qui sera soumis à l'automatisation dans un certain nombre de champs ou de métiers. Parce que là, on évoque aujourd'hui l'art et la création. Mais évidemment, tous les métiers sont concernés par ces IA. Hein. Le transport, la médecine, la pédagogie, etc., etc. Donc, en tout cas, voilà, ça va Ouais. Anthony, je peut-être gagner propose en que valeur. tu termines ton intervention parce qu'il y a au moins Oui, pour 15 minutes de questions et donc ouais. ça serait bien finalement que tu sois libre après Voilà, pour les prendre une par une. OK? je pense que j'ai rempli, j'ai répondu super à ces questions Ouais, ouais, super. Non, sur non, pour l'instant, l'artisanat, c'est traduction. top. Mmh. Dernier axe, voilà, les machines vont nous aider à traduire, pas seulement d'une langue à une autre, mais d'un média à un autre. Donc, ça peut être du texte à l'image, de l'image au texte, du texte à la musique, de la musique à la 3D, de la notation artificielle également. Donc, la notion de traduction va absolument être bouleversée par ces technologies, l'est déjà. Voilà, donc des nouveaux types de traduction vont voir le jour. Et ça, je l'ai déjà évoqué, c'est ce qui est ressorti des entretiens qu'on a menés avec mes collègues pour le projet de recherche. Des nouveaux modes de collaboration vont apparaître. Ce n'est pas le remplacement, mais c'est la collaboration qui sera centrale dans les années à venir. Donc, les studios de design du futur seront ceux qui pourront dialoguer avec des IA qui et elles auront elles-mêmes ou eux-mêmes conçues. Donc, on va devoir domestiquer ces intelligences, dialoguer avec elles. Ce ne seront pas seulement des humains, mais peut-être également des animaux, des plantes artificielles ou autres. Donc, tout ça va créer un écosystème élargi qui vont du coup dépasser largement l'opposition entre humain et machine. On ne pourra plus dire d'un côté c'est de l'humain ou de la machine, ce sera forcément hybride. Voilà, c'est des choses qu'on a explorées dans mon école sous forme de workshop. Je ne vais pas rentrer dans ces détails. J'avance et je conclus. Donc, le projet de recherche a pris la forme du livre. Hein. Donc, voilà, vous avez eu un aperçu de l'ouvrage. Vous pourrez le retrouver en ligne ou l'écouter si, dans les transports ou n'importe où qui vous conviendra. L'ensemble des entretiens sont disponibles dans leur version longue sur le site web dédié dont l'URL s'affiche à l'écran. Le livre également est consultable ici. C'est également un projet de design, ce projet de recherche, pour communiquer autour de mon essai. J'ai mandaté un studio de design en France, les collègues avec qui j'occupe de leur back-office que j'ai présenté tout au début de mon intervention. Je leur ai dit, voilà, je veux communiquer ce livre, débrouillez-vous, inventez-moi une campagne de communication originale et qui est en rapport avec le thème. Et donc, ils m'ont proposé l'idée absolument formidable, c'est-à-dire qu'ils ont dialogué avec un chatbot, on va dire ChatGPT, mais c'est un clone, mais peu importe, qui s'appelle DaVinci. Et ils ont dit, voilà, on est un studio de design basé à Paris, on est Kevin et Elise, on doit communiquer le livre d'Anthony Mazur qui traite de l'intelligence artificielle. Propose-nous 5 idées de formes qui puissent représenter cet essai pour le communiquer. Et donc, DaVinci, donc ChatGPT, a répondu, voilà, bah, très bien, ça peut être ça, 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 ça. Et donc, ils ont mis en scène le dialogue dans une série d'affiches que vous avez ici à l'écran. Et les formes que vous voyez donc, sont les résultats de ce brief qu'ils ont fait réaliser par une IA 3D. Ce n'est pas Midjourney, mais c'est l'équivalent pour la 3D. Beaucoup plus rudimentaire, c'est pour ça qu'on a des choses assez brutales, parce que c'est moins performant encore que Midjourney. Et donc, ça, de gauche à droite, c'est un Rubik's Cube, un cerveau, un livre avec une puce, un robot et un cerveau humain. Des engrenages, pardon, cerveau engrenage. Donc voilà, ils ont mis en scène ce dialogue. Donc on voit ici, par exemple, à gauche, comment, donc E plus K, donc c'est Élise et Kevin, hein, mes collègues humains, comment représenterais-tu le lien entre machine learning et design? Et réponse de DaVinci en bas, un Rubik's Cube est un objet d'une grande complexité, etc., etc. Donc on voit que c'est assez intéressant, c'est qu'on a des choses très stéréotypées comme le robot, ou plus originales comme le Rubik's Cube. On n'aurait pas pensé peut-être au Rubik's Cube, mais c'est une forme peut-être pertinente. Et donc cette série d'affiches qui voilà, m'a servi à communiquer l'essai, ici je vous en mets 3 en plus grand, et a été primée. Cette série d'affiches a reçu le premier prix du Festival du design graphique de Chaumont, donc c'est l'équivalent de Cannes pour le design graphique, en mai dernier. Donc c'était une très grande satisfaction pour moi-même et mes collègues que du coup une série d'affiches créée du coup de façon hybride par des IA et par des humains pour représenter un essai créé en Suisse, un essai de recherche, remporte le premier prix d'un festival, tout confondu. Hein, c'est absolument pas un festival d'affiches de livres. D'ailleurs, il y a très très peu d'affiches pour des livres.
Souvent, c'est des bandeaux avec la photo de l'auteur qui prend la pose. Voilà, on a voulu faire quelque chose de très différent. On a également créé un teaser 3D, donc là, je vous laisserai aller le voir en ligne, qui reprend l'ensemble du dialogue avec cette IA et les humains sous forme d'animation 3D. Donc, on a également un teaser. Donc, c'était absolument formidable pour moi d'avoir tout ce matériel de communication pour le livre, qui d'ailleurs est bientôt épuisé et va être réédité. Ça, c'est aussi assez chouette. Donc, voilà, c'est tout pour le projet de recherche, déjà beaucoup. Maintenant, au niveau de mon école, et puis ce sera la conclusion finale, j'ai encore besoin de 5-10 minutes. Voilà, c'est ce qui nous laissera un bon quart d'heure pour dialoguer. Donc, dans mon école, à la aide, on a, à mon initiative et celle de mes collègues, élaboré en début d'année 2023 un plan d'action IA pour l'école qui prend plusieurs formes. Tout d'abord, on a un cours pratique transversal bachelor de 3h30 hebdomadaire. Donc, c'est un cours optionnel ouvert à n'importe qui dans l'école qui va du coup permettre de prendre en main ces technologies, grand public, moins grand public, qui demandent plus ou moins de compétences pour faire de la musique, du son, de l'image, etc. Donc, c'est un cours pratique qui va démarrer là dans 2 semaines. Également de la formation continue. Donc, ce qu'on appelle formation continue, c'est pour un public professionnel, qui soit designer ou autre. Donc, on a une première session d'1 semaine qui s'est tenue en août, qui a été très vite remplie. Donc là, c'est une formation payante. On a une deuxième session qui va être ouverte en janvier prochain, qui est déjà presque complète. Donc, on voit qu'il y a un fort intérêt du monde pro, également des gens des musées ou autres, de se former à ces technologies, parce qu'on a la chance dans l'école d'avoir quelques collègues qui sont spécialistes de ça. Également une veille stratégique, ça je reviendrai après parce que c'est moi qui m'en occupe. On cherche également des alternatives open source, hein, ça je l'ai évoqué juste avant, et des alternatives à ces modèles commerciaux. Plusieurs projets de recherche, j'y reviens après, et un grand colloque qui aura lieu non pas à la fin de l'année 24, mais en avril, les 24 et 25 avril dans mon école sur IA et création. Donc, à ma connaissance, il n'y a aucune école en Europe qui est autant avancée sur ces questions d'IA. Ça s'explique assez facilement parce qu'on n'a pas attendu 2 ans pour s'y intéresser. On avait déjà des gens qui étaient formés, un intérêt. Moi, j'ai rejoint l'école il y a 4 ans. Donc, on a un écosystème très favorable à ça. Donc, ici, voilà, je vous ai mis le détail de la formation continue. Bon, même si c'est peut-être trop cher pour vous, mais pour les collègues des écoles, si Ilial m'écoute, demander des financements au rectorat pour venir assister à ces formations. Il y a des financements sans doute pour ça auprès des rectorats en France. Donc, voilà. En plus, vous êtes voisins en Franche-Comté, donc c'est pas dur de venir. Et donc voilà, la veille stratégique, je l'ai évoqué sur mon site perso pour l'instant avec une stagiaire étudiante qui avait rejoint mon département avant l'été. On a établi un état de l'art, semble-t-il, assez complet et unique sur IA et pédagogie. On a analysé 50 articles environ en langue française et en langue anglaise. On a tiré une synthèse qui est en ligne. Voilà, faut-il interdire ou pas? Beaucoup de questions se posent. Là, je n'ai pas le temps de vous rentrer dans les conclusions de cet état de l'art, mais en tout cas, ça s'adresse plus aux collègues profs. Si Ilial m'écoute, allez voir cet état de l'art qui est en ligne, si vous posez des questions pour vos cours. Si vous posez des questions, également, un nouveau projet va démarrer sous ma direction, a déjà démarré, on va dire, au 1er septembre, qui est lié fortement à ce nouveau cours bachelor sur l'IA, à savoir qu'on va concevoir un manuel d'exercices pédagogiques à faire avec l'IA, parce que du coup, on a une prise de position, je sais pas, en France concernant, mais nous, on a une prise de position du rectorat qui a dit à l'ensemble du corps enseignant, donc pas uniquement à la redesign, utiliser, on ne va pas interdire, mais utiliser à bon escient ces technologies dans vos cours, très bien, mais moins bien, comment faire une fois qu'on a dit ça. Et donc, pour la redesign, on va créer un guide, enfin un manuel d'exercice de cours pratiques à faire, que ce soit en un quart d'heure, 30 minutes, avec plus ou moins de compétences. Donc, on va faire à la façon d'un livre de recettes, un guide open source totalement gratuit et ouvert à destination de l'ensemble du corps enseignant. Donc, si vous voulez tester, proposer des exercices, contactez-moi. En tout cas, on aura des choses à partager à partir de début novembre. Donc, si vous voulez aussi tester ces exercices en cours à partir de début novembre, en novembre et décembre, contactez-moi, vous êtes les bienvenus. Également, un autre projet de recherche qui est démarré sous la direction de ma collègue Alexia Mathieu, qui va viser à élaborer des datasets, des jeux de données créés par les artistes et designers pour sortir justement de cette logique générative et très générale, très stéréotypée de Midjourney ou de ChatGPT. Donc ça, on aura les premières conclusions de ce projet début 2024. Et un des futurs défis visera à représenter l'IA
au plus grand nombre, parce que c'est une technologie très complexe. Donc ça, c'est un projet que j'aimerais mener ces prochaines années, mais qui n'est pas démarré. C'est une démarche que j'ai déjà menée sur la blockchain. Je n'ai pas le temps de vous expliquer ce que la blockchain, le Bitcoin et les crypto-monnaies. Mais voilà, juste pour vous dire qu'on a créé dans l'école un kit visuel de la blockchain sous la forme de plus de 300 pictogrammes, schémas, etc., qui est totalement libre de droit. Et on aimerait répliquer ce type de démarche sur l'intelligence artificielle, mais on ne peut pas tout mener de front. C'est quelque chose peut-être qu'on démarrera qu'en 2024, voire 2025. Je vous mentionne quand même ça. Je vous remets les URL du livre, du projet de recherche, et du coup, je suis ouvert à toutes vos questions pour essayer d'y répondre. Alors, bah, écoute, Anthony, vraiment, ça a déclenché un torrent de questions. Évidemment, on va essayer de les Magnifique. prendre Je vais enlever le un partage petit d'écran, peu. comme ça, ce sera Oui. plus confortable pour moi. Voilà. Est-ce que les IA vont créer de nouveaux métiers, selon toi? Oui, je pense que. Alors, oui, tout à fait. À vrai dire, c'est quelque chose, c'est un projet assez rapide qu'on a mené, là, le projet de recherche Design et Machine Learning. On a fait une vingtaine d'entretiens avec des studios à l'échelle européenne. J'ai écrit cet essai, on a fait ce site web, les affiches. C'est pas mal, mais il faut garder en tête que c'est un projet d'1 an et que moi, je travaillais environ une journée par semaine au maximum là-dessus. J'avais mes cours, tout un tas de choses pour l'école. Donc, c'est un projet, somme toute modeste dans l'ambition, dans le financement, etc. Donc, on n'a pas pu rentrer dans une autre question que j'aurais aimé traiter, qui est centrée sur les professions, l'avenir des métiers, et qui est une question, à vrai dire, assez plus large que l'IA. Pour la traiter correctement, il faudrait rentrer dans l'histoire du design et remonter aux années 80-90 pour regarder ce qu'on appelle la PAO à l'époque, la publication assistée par ordinateur, avait déjà déplacé. À l'époque, on avait des métiers qui s'appelaient, même pour moi c'est trop vieux, je pense très vieux, les photocompositeurs, c'est des personnes qui travaillaient sur des films de rhodoïdes, donc des films plastiques, et qui flashaient ces films plastiques pour après créer les mises en page des magazines ou autres. C'est un métier qui a absolument disparu avec l'arrivée de Photoshop, InDesign, etc. À l'époque, on avait les mêmes débats, mêmes polémiques, savoir est-ce que la PAO va remplacer ou non ces photocompositeurs, encore avant la composition au plomb, les personnes qui composaient les lettres au plomb. Et donc, il faudrait rentrer dans l'histoire de la PAO pour en tirer des enseignements sur la situation contemporaine. Bonne nouvelle, potentielle, on a une chercheuse dans l'école, historienne de design graphique, Clémence Imbert, qui est en train de rentrer dans l'histoire de la PAO et de ces logiciels de design qu'on n'a pas assez analysé, qui va déposer un projet de recherche au 1er octobre, là, dans 2 semaines. On aura la réponse du financement dans 6 mois, c'est toujours long, et si c'est financé, on pourra rentrer dans l'histoire de ça. Et un axe du projet, c'est de regarder les enseignements de cette histoire pour la situation contemporaine. Donc, on va essayer de le faire, si c'est financé. Et si ce n'est pas financé, on trouvera une façon plus modeste de le faire. Mais c'est pour vous dire qu'il faudra replacer la question de ces nouveaux métiers ou du déplacement des métiers. C'est plutôt comme ça que je pense qu'il faudra regarder d'un point de vue historique plus ancien, parce qu'il y a aussi beaucoup d'amnésie par rapport à ça. Alors, quel nouveau métier ça peut créer? Quel déplacement ça peut créer? Quel déplacement? Je pense que j'ai déjà un peu répondu. Je pense que ça va être absolument nécessaire pour les designers de mettre en avant leurs compétences stratégiques, de travailler à plusieurs, parce que je pense que c'est trop compliqué tout seul, de monter en puissance sur des compétences en programmation ou de s'allier des compétences actuelles. Parce que si vous restez cantonné à l'IA grand public, votre valeur ajoutée sera nulle ou trop peu importante pour facturer vos créations aujourd'hui, de renforcer les compétences en geste, voilà, dans la gestuelle, des contacts avec des matériaux. Donc, voilà, ça, c'est un peu les grands axes. Quel nouveau métier ça va créer? Ces métiers plutôt techniques, ce qu'on appelle data analyst, donc des personnes qui vont être capables de créer des modèles statistiques, de rassembler des données, de les traiter, etc. Mais là, c'est plutôt des compétences très pointues en informatique, donc je ne pense pas que ça vous concerne davantage. C'est plutôt ces métiers-là qui sont déjà recherchés aujourd'hui. Les métiers de prompt engineering, j'y crois assez peu. De dire qu'on va pouvoir facturer la capacité à rédiger des commandes textuelles, parce que je pense qu'assez vite, ça va fonctionner autrement. Je pense que ce qu'on appelle les prompts aujourd'hui, donc les requêtes textuelles pour ChatGPT ou Midjourney, donc de décrire ce qu'on veut faire et la machine le fait, je pense qu'assez vite, on aura d'autres modèles d'interaction. Peut-être qu'on fera glisser des images pour avoir d'autres images. Peut-être qu'on fera écouter des sons à la machine qui vous en donnera d'autres. Bref, je ne pense pas qu'on passera uniquement par du texte pour avoir de l'image ou d'autres médias. Je pense que ça a vocation à s'estomper dans les mois ou années à venir.
un mélange d'une question d'Adrien et d'Aurélie. Est-ce que les IA peuvent représenter un danger pour l'enseignement? Et la question qui va avec, c'est est-ce que ça risque pas de désintéresser les étudiants de se lancer dans les filières artistiques de formation, puisque les IA risquent de remplacer une partie de leur travail? Alors, pour les profs, c'est un peu la même question que pour les designers et artistes, je dirais. En fait, ce que ça a mis en évidence, ChatGPT, et là, peut-être je vais heurter la communauté enseignante, mais peu importe, je suis là pour m'exprimer librement. En fait, quand il y a eu ChatGPT, ce qui s'est passé, c'est que beaucoup de profs ont dit bah, c'est absolument catastrophique pour nos rendus écrits parce qu'il y a des fraudes, les étudiants peuvent tricher pour des dissertations, des mémoires ou que sais-je. Moi, et pas tout seul, hein, ce que mon état d'art fait ressortir, c'est qu'en fait, ce que ça a mis en évidence, ces programmes, c'est des failles dans la façon de concevoir les cours depuis des années. Autrement dit, si votre livrable en tant que prof est automatisable par ChatGPT, c'est que vous êtes trompé de livrable, tout simplement. C'est qu'il y avait déjà un problème à faire des QCM, à donner des choses qui sont automatisables ou autres. Donc, ce que ça va inciter, ou ce que ça va forcer, sur le point de vue ChatGPT, et je pense que c'est une très bonne chose, c'est de revoir les façons de faire cours et surtout, pas seulement les livrables, mais aussi les livrables, pour que du coup, ce soit autre chose qui soit demandé que des choses automatisables. Parce qu'évidemment, si en tant que prof, vous demandez quelque chose qui est faisable par ChatGPT, bah, ça n'a aucun intérêt. Et vous n'aurez pas, de toute façon, c'est un combat qui est vain, qui est perdu. Vous n'aurez pas de façon de détecter la fraude. C'est impossible. Il y a voilà, tout un tas de procédés, c'est un jeu du chat et de la souris, et vous allez perdre. Très concrètement, vous allez perdre parce que c'est illusoire de penser qu'un prof en Franche-Comté ou n'importe où dans le monde peut faire le poids face à des mastodontes comme Google, IBM, Facebook. C'est absolument impossible. Donc, revoyez votre cours et demandez des choses en coopération avec la machine. Voilà, je pourrais vous donner plusieurs exemples de cours qu'on fait dans l'école où nous, on fait le contraire. Une des façons assez simples, c'est de demander deux versions. Demandez à vos étudiants une version faite avec ChatGPT, une version qu'ils ont écrite elles-mêmes. Et du coup, là, ça devient des choses plus intéressantes. Vous faites l'exercice avec elles et eux, en cours, prenez une consigne et regardez ce qui est fait par la machine et discutez de ça avec les étudiants. Vous voyez, il y a tout un tas de choses. Et donc, si vous ne savez pas quoi faire, réponse dans quelques mois avec mon guide d'exercice pédagogique et évaluer les choses en fonction de ça. Voilà, donc ça a forcé les enseignants à remettre en question les cours. Alors, ça fait grincer des dents, hein, dès qu'on change les habitudes. Mais voilà, le métier de prof doit se réinventer toujours. On n'a pas attendu des IA pour qu'ils doivent se réinventer. Donc, c'est ma lecture actuelle. Donc, nous, il n'y a pas de risque de l'enseignement, sauf à considérer l'enseignement comme quelque chose de figé, voire de ringard. Et donc l'autre versant, c'est le côté étudiant. Est-ce qu'ils vont toujours être intéressés pour aller se former dans les écoles finalement? Je Puisque pense que oui, je pense qu'il y a une opportunité parce que le monde de l'art a toujours été précurseur des technologies, de l'invention de la prospection, a toujours été, comment dire, ouais, en avance en quelque sorte. Hein. Ça peut se prouver de tout un tas de façons dans l'histoire, que ce soit lié à des nouveaux matériaux comme le plastique, le métal, il y a déjà plein de siècles. Dans la construction, plus proche de nous, le plastique a été ça c'est déjà encore il y a plus de 100 ans, etc. Ou la 3D, les points d'incertification de la 3D, c'est aussi dans le champ de la création. Bref, donc du coup, il y a un rôle de défricheur absolument essentiel. Et donc, c'est le rôle des écoles d'art et design de se mettre là-dedans. Donc, je pense qu'au contraire, à condition que les cursus évoluent et incluent ces technologies, je pense qu'il y a des opportunités absolument gigantesques à prendre. Parce que ce n'est pas les écoles d'ingénieurs qui vont le faire, ou pas toutes seules. question de Johan, enfin une double question, voire triple. Quel type de compétences les designers artistes, tu as déjà répondu un peu, devront-ils développer pour évoluer habilement avec les outils de machine learning? Et il rajoutait, est-ce que le designer de futur sera acteur des IA pour garder une longueur d'avance dans la compétition, quoi? Alors bon, oui, ça c'est la lecture positive. Ce qui se passe aujourd'hui, hein, si on regarde là où c'est concurrencé, par exemple, on va prendre des éditeurs qui vont prendre Midjourney pour illustrer un livre, on pourrait dire, bah voilà, c'est terrible, ça prend le boulot des illustrateurs. Bon. Finalement, est-ce que ce n'est pas des clients qui étaient perdus pour les illustrateurs en quelque sorte? Ces personnes pouvaient déjà prendre des banques d'images et foutre ça sur une couverture et basta. On avait déjà, avant l'IA, des sites qui emploient de la main-d'œuvre sous-payée au bout du monde pour générer des logos. Par exemple, le site 5R, c'est un site à 5 $, où du coup, on va pouvoir, si on est un commanditaire, mettre un brief dessus, puis du coup, des personnes en Inde ou que sais-je, vous donnent un logo. Donc, en quelque sorte, ce que ça concurrence, c'est plutôt ce genre de site que du coup, des personnes comme vous.
Donc, vous voyez, donc, ça va plutôt perdre des clients qui étaient déjà perdus, en quelque sorte. Donc, tant pis pour ces personnes-là. C'est un peu le McDo de la création. Ça nourrit vite, mais après, on se sent un peu mal. Voilà. Est-ce que vous voulez, en tant que designer, vous positionner sur le segment de McDo? J'en suis pas certain. Donc, du coup, c'est plutôt une expertise à faire valoir pour se situer dans un niveau gastronomique un peu plus haut. Mais du coup, le coût n'est pas le même aussi. Du coup, quelles compétences il faut avoir? Moi, je dirais déjà, avant des compétences techniques, c'est une culture numérique. Ça, c'est absolument central pour comprendre d'où viennent ces technologies sur le long terme. Voilà, vous avez une petite clé avec mon ouvrage, mais là, c'est très rapide en quelques minutes. Même si c'est environ 2 heures, c'est trop peu. Et donc déjà, une culture technique, une culture numérique, c'est absolument fondamental. Donc je prêche pour ma paroisse, hein, voilà, lisez la revue Back Office, lisez d'autres choses, des ouvrages en anglais, en français, apprenez l'anglais, apprenez pourquoi pas le chinois. Ça va être très important aussi de comprendre ce qui se passe en Chine, parce qu'il y aura des répercussions fondamentales dans l'IA, donc il y a d'autres champs. Pas beaucoup parler de la Chine, parce que ça nécessiterait plus de temps, mais on a également un projet de recherche avec mon école où on voudrait créer un réseau de coopération avec la Chine sur l'IA pour mieux comprendre ce qui se passe là-bas, parce que ça va aussi avoir des applications considérables. Donc voilà, gardez un œil sur la géopolitique, la culture numérique, la culture technique, faites de la veille, soyez curieux, curieuse, fondamental, formez-vous au code, deuxième volet, et puis voilà, formez-vous aussi à d'autres choses que le design ou l'art. Donc gardez, voilà, pour être concurrentiel, il faut aussi être plus originaux. Donc voilà, est-ce que vous voulez être la 500e personne qui fera de l'affiche culturelle pour des musées? J'ai raconté les musées, j'ai raconté l'affiche culturelle, mais vous avez intérêt à être dans les meilleurs pour percer là-dedans. Allez plutôt vers d'autres champs. Allez vers d'autres champs qui ont besoin de design où il n'y a personne. Allez vers la santé, allez vers la biologie, allez vers le sport, allez vers tout un tas d'autres champs où il y a besoin de design et où il y a trop peu de designers. Voilà, donc ne vous limitez pas au précaré des créations de design telles qu'elles sont aujourd'hui, parce qu'il y a embouteillage, en quelque sorte. Mais c'est parce qu'il y a embouteillage à un endroit qu'il n'y a pas des routes à côté où il n'y a personne pour rouler. Donc ça, c'est un conseil générique que je peux vous donner. Par exemple, il y a des besoins formidables pour créer, je sais pas, des formulaires pour les impôts. Voilà, tout le monde peste contre les impôts, mais si aucun designer veut prendre en charge ce contexte-là, ça ne va jamais changer. Et donc voilà, donc designer de formulaires, de documents, il y a un marché beaucoup plus grand que les designs graphiques qui s'ouvre à vous pour simplifier les entreprises, les organisations. Ça fait peut-être moins rêver, mais en même temps, vous serez mieux payé et il n'y aura personne sur ce secteur-là. Donc, c'est des petits conseils que je vous donne. Faites dans ce que vous voulez. Si on prend la blockchain, il y a des besoins absolument énormes de représenter ces technologies, de faire des tableaux de bord financiers ou autres. Pareil, là, si vous êtes spécialisé en tableau de bord financier, n'importe quelle banque en Suisse va vous engager et vous aurez un salaire qui sera 10 fois supérieur à ce que vous pouvez viser en France. Voilà, c'est des petits conseils que je peux vous donner. Marion me lance un mot, un pavé, un peu, elle parle d'éthique. Alors, quelle est la limite pour les designers et les artistes en ce qui concerne l'éthique lorsqu'ils intègrent l'IA dans leur travail? Tout dépend de quelle IA on parle, mais si demain vous êtes capable de lancer un studio design du futur, Chloé, c'est ça? Ou Marion? Pardon. Marion, Voilà. Marion, oui. Alors, Marion, voilà ce que je pourrais vous dire. Voilà, faites un business plan, lancez et moi je serai le premier client, le studio design du futur qui pourra certifier que vos créations seront faites avec des IA éthiques. Alors, il faudra définir ce qu'on entend par éthique, mais vous pourrez dire, voilà, nous, les IA, les créations qu'on certifie avec le studio sont basées sur de l'IA qui va consommer très peu d'énergie, qui ne va pas voler les artistes et qui pourrait être entraînée sur vos modèles sans que vos données sont faites ailleurs. Et là, vous ferez fortune, très, très clairement. Là, je vous assure que vous aurez des clients à plus savoir quoi en faire. Alors, ça va être compliqué à mettre en œuvre, mais du coup, voilà, trouver des développeurs qui peuvent faire ça, et là, vous aurez un boulevard. De la même façon que, du coup, des studios design qui aujourd'hui peuvent certifier que les créations sont bas carbone. On a fait un cycle à l'AED sur la création bas carbone. C'est aussi des compétences qui sont de plus en plus demandées aujourd'hui. Donc, voilà. Là, un exemple de studio sur l'écologie, c'est le studio Irrésistible, pour aller voir ce que Iléal font. Un studio de design graphique qui s'est lancé il y a déjà plus de 10 ans, qui avait du mal à trouver les clients à l'époque, parce qu'on en parlait peu, mais aujourd'hui, ça commence à rouler, donc qui certifie que tout ce qu'ils font sont basés sur des règles éthiques et écologiques. Et J'en donc, ils refusent profite. plein de clients, par contre. Ils refusent plein de Ouais. clients. J'en profite pour faire une petite pub pour le colloque DNMAT 2 qui aura lieu en décembre à Besançon. On aura le studio VAST et le studio DASD qui, j'espère, viendront nous parler un petit peu de pratiques éthiques, justement, graphique et espace. On aura l'occasion de leur poser la question de leur utilisation de l'IA, évidemment. Ouais, la question éthique, elle est complexe, parce que l'éthique de Ouais. l'un n'est pas forcément celle de l'autre. Ça dépend des Ouais. pays, ça dépend de l'histoire, ça dépend de la culture.
Bon, bref, donc moi, je travaille avec Ouais. l'UNESCO, notamment sur les groupes de travail sur éthique et IA, mais l'éthique en Iran ou en Chine, c'est la même chose Et pareil, l'éthique dans un domaine n'est pas dans l'autre. Donc, c'est une question assez compliquée. Donc, élaborez vos propres règles, vous soyez capable de répondre, notamment ce qu'on appelle la DRSE, à la responsabilité sociale et éthique des entreprises. Mais voilà, la conformité, le RSE de Total n'est pas la même que, je sais pas, à Saint-Gobain, que la Française des Jeux ou que les Jeux Olympiques de Paris. Donc, voilà. Mais par contre, si vous arrivez à ce que votre studio de design puisse répondre à ces cahiers des charges, alors là, formidable. Alors, question qui dépasse un petit peu ce dont on en parlait. Comme vous en parliez il y a quelques minutes, peut-on penser que quelques voitures dotées d'un système autonome pourront être viables en prenant en compte les limites actuelles de l'IA, notamment au niveau de la prise de décision face à un danger immédiat? C'est complexe. C'est complexe. Tesla, donc c'est une entreprise, c'est pas la seule, mais comme la principale sur les voitures dites autonomes. Euh, Déjà, il faut quand même des humains qui vont entraîner ces voitures-là. Ensuite, sur les routes européennes, c'est compliqué parce qu'on n'a pas la même infrastructure routière. Voilà, on a des petites routes, des choses plus sinueuses, parce que nos villes sont plus récentes que les villes américaines. Donc ça s'y prête beaucoup moins. C'est pas sûr, c'est pas sûr qu'on y arrive. Aujourd'hui, sur les véhicules, ça va plutôt être sur les tracteurs, sur des avions, bref, tout un tas de véhicules, plus que des voitures, où du coup la signalisation ou la présence d'êtres humains est beaucoup moins un problème parce qu'il y a moins de personnes dans un champ que sur l'infrastructure urbaine. Donc c'est plutôt dans ces champs-là que ça va se développer, en Occident vraisemblablement, que sur l'infrastructure du quotidien, me semble-t-il. Johan pose la question liée à la créativité. Comment et dans quelle mesure le machine learning peut-il transformer notre compréhension de la créativité? Je dirais autrement dit, le machine learning, ça redéfinit la notion de créativité quelque part. Exactement. Je remercie cet étudiant ou ce professeur pour cette question. C'est une question fondamentale. Je l'ai traitée en partie dans l'ouvrage, et oui, en partie seulement. C'est une question qu'il faut que je continue à explorer. Oui, exactement. C'est exactement ça la bonne question. C'est pas est-ce que ça remplace l'art ou le design, c'est en quoi ça se le redéfinit. C'est exactement ça la question que j'ai posée dans l'ouvrage. Alors, elle est vertigineuse, hein, mais du coup, une des hypothèses, c'est que ça nous éloigne de l'imitation. Et aussi, ça nous force à redéfinir ce qu'on entend par originalité également. Est-ce que du coup, il ne faut pas une vision de l'art et de la création qui, du coup, s'émancipe de l'originalité? C'est une question philosophique très, très, très Mmh. complexe et je ne peux pas y Mmh. répondre, Johan, mais c'est la question avec Aléa majuscule à poser. En quoi ça redéfinit, plus qu'en quoi ça remplace? Des questions Et qui à vrai vont dire, ça doit oui, être le projet de chaque école de répondre à cette question. des questions qui vont dans ce sens-là ou des réflexions qui vont dans ce sens-là. Il y a Talia qui dit, «Est-ce que vous pensez que ces IA ont une part d'aléatoire? Aléatoire qui est souvent utilisé et intéressant dans l'art». L'aléatoire, la part Oui, oui, d'aléatoire oui. dans le Oui. Alors, l'aléatoire, c'est une question qui est complexe. Je vais lancer un petit projet, je fais un petit teasing dans les prochaines semaines à ce propos, un projet qui va être basé sur la blockchain et l'aléatoire, qui va mettre en scène l'aléatoire d'une série de créations basées sur la technologie blockchain. L'aléatoire, c'est une notion qui a plein de définitions, et en mathématiques notamment, et en informatique, c'est quelque chose de très complexe. On va dire que c'est une des choses les plus complexes d'obtenir de l'aléatoire en informatique, parce que l'informatique, c'est du calcul, et l'aléatoire, c'est le contraire du calcul. Et donc, de créer du vrai aléatoire, c'est presque impossible. On peut le simuler, mais du coup, du vrai aléatoire, c'est compliqué. Et une des possibilités, c'est de se baser sur des choses tangibles et dites naturelles. Par exemple, les nuages, ou vous connaissez peut-être ces lavalampes, c'est des lampes avec dedans une espèce de bulle. Si on veut faire un mot de passe absolument unique, du coup, vous allez mettre c'est un peu contre-intuitif, mais vous allez mettre une caméra qui va filmer ces bulles, et il n'y a aucune possibilité de prédire la direction et la taille de ces bulles. Et donc, en analysant ces bulles, ou des nuages, ce sera la même chose, ou pourquoi pas mais c'est plus compliqué concrètement, enfin matériellement, pourquoi pas la course d'un animal, mais l'animal il va peut-être s'enfuir, donc c'est plus compliqué que des nuages ou qu'une lavalampe. Et du coup, on peut générer des mots de passe uniques et infalsifiables grâce à ce type d'observation. Vous voyez, la nature, du coup, peut créer du vrai aléatoire, après encodé dans l'informatique. Donc, ce qui va se passer, c'est que l'informatique du futur va être une sorte d'hybride entre de la génétique, de la biologie et des puces, disons, basées sur des matériaux, disons, minéraux, en quelque sorte, hein, parce que l'informatique, c'est quand même matériel. C'est du lithium, c'est de la pierre, c'est du métal, de l'or, de l'aluminium, que sais-je. Et du coup, pour franchir des seuils en termes de calcul, etc.,
il faudra du coup mettre des neurones, notamment d'animaux ou autres, ou de l'ADN. On peut aussi encoder des matières dans l'ADN. Donc ça, c'est un champ absolument vertigineux. Mais l'informatique du futur sera basée sur la biologie. Voilà. Réflexion qui va enfin un peu dans ce sens-là, je trouve, celle de Jeanne. L'art n'est-il pas par définition original? Les productions de l'IA peuvent-elles être considérées comme de l'art puisqu'elles n'inventent rien, mais reprendre des bases de données? Bon, la définition de l'art, elle est très, très, très complexe. Elle a beaucoup joué au fil du temps. Mais non, en tout cas, il y a tout un pan de l'art qui n'est pas basé sur l'originalité, ce qu'on appelle l'art conceptuel, entre autres. Donc, c'est des artistes qui avaient, dans les années 60, 70, créé des œuvres protocolaires, de dire, voilà, on va créer une ligne dans une pièce, ou assembler tel type de matériaux. Et du coup, l'œuvre d'art, c'est le protocole. Et donc, c'est des démarches qu'on retrouve aujourd'hui dans la blockchain, ou pourquoi pas dans les IA, ou dans ce qu'on appelle le net art également, l'art numérique avec le web. Donc voilà, si on considère que l'art c'est l'originalité, alors il faut sortir de l'histoire de l'art, tout ce champ-là, mais dans n'importe quel livre d'art, c'est présent, donc on est un peu embêté. Donc non, je ne ferai pas une adéquation aussi simple entre art et originalité. OK. Question de Zoé, mais je pense que tu as la réponse, hein. Pensez-vous qu'il serait important d'intégrer des cours sur les IA dans notre formation? Ah bah oui, je pense. Enfin, en tout cas, sauf à vouloir que ce soit anachronique. Après, je ne dis pas que c'est facile, mais oui, je pense que ce serait très, très important. Après, il faut que les enseignants, enseignantes aient le temps de se former. Donc là, c'est peut-être plus une question pour le rectorat que pour les collègues enseignants, mais oui, je pense que ce serait très, très important, oui. Oui, parce qu'il me Bah, semble que tu as voilà, défendu le oui, vas-y, vas-y, vas-y. le parallèle en fait avec la PAO, il est assez simple. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune formation, me semble-t-il, en design aujourd'hui qui n'enseigne pas à minima Photoshop, Illustrator, AutoCAD pour la 3D ou que sais-je. En tout cas, au moins l'un de ces logiciels ou leurs équivalents libres de droit, même s'ils sont très, très ou trop peu performants. Bon, l'IA concerne aujourd'hui, bien au-delà de la création, mais à peu près toutes les strates de métiers possibles. Par exemple, je sais pas, on peut utiliser l'IA dans le sport pour analyser la performance du joueur de foot. Est-ce que c'est possible que les écoles d'art fassent l'impasse là-dessus? Je ne crois pas. Donc oui, je pense que c'est nécessaire, absolument. Oui, en tout cas, on a vu que, bah, Et c'est possible. à l'AED, il y avait déjà une intégration forte C'est de la possible, ouais. formation, hein. Je peux le prouver. Malheureusement, en France, je continue à faire de la veille. Il y a très, très peu de choses, hein. Voilà, je pense qu'il y a peut-être, disons, entre 10 et 20 personnes en tout dans les écoles d'art et design en France qui sont capables de faire des cours pointus sur ces technologies. C'est trop peu. Donc voilà, il faut que ça change. Anthony, si tu le veux bien, je voudrais que tu termines évidemment cette intervention avec une prospection, une perspective. Le design dans 20 ans, comment il est? Est-ce qu'il existe encore? Enfin voilà, j'aimerais que, en guise de conclusion, tu essayes de nous faire pas lire dans les boules ou dans les cartes, mais voilà. Comment tu vois l'évolution des métiers d'art et du design? Bah, une des hypothèses que je fais dans le livre, c'est qu'on aura une partition qui peut-être serait un peu violente, avec d'une part peut-être un design d'expertise ou un peu du luxe en quelque sorte, hein. Moi, je suis en Suisse, vous n'êtes pas très loin. La Franche-Comté a longtemps été, et peut-être et encore, une région d'horlogerie. Ça dépasse mes compétences. Donc, des designers qui seront un peu dans ce type de gamme. Donc, pour eux, pas de problème. Donc, designers un peu artistes au sens presque cliché du terme, avec une vraie vision d'auteur, un style, une patte, qui du coup vont être recherchés pour ces raisons-là, qui du coup vont être mandatés par des marques de luxe ou autres, donc pas de problème, un peu comme les acteurs comme Tom Cruise, si vous voulez. Bon, ce sera très peu de personnes, hein, on ne va pas se mentir. D'autres designers d'exécution, très compliqué, hein, ces personnes-là seront plutôt dans d'autres pays que l'Europe, s'il et elle existent encore. Et peut-être au milieu, du coup, des nouveaux types de métiers ou de configuration de métiers, je pense. Donc des studios hybrides où la question de l'autorat ne se posera pas vraiment. Et du coup, des hybrides humain-machine ou des nouvelles formes de collaboration avec des agences qui auront pris le pli et qui, du coup, seront capables de développer des nouveaux modèles informatiques, d'en louer, d'en créer, d'en discuter, d'en hybrider, de se mettre en des organisations horizontales et en réseau, de nouveaux types d'agences en réseau très réticulaires, pas seulement en design, mais qui vont collaborer, pourquoi pas, avec des agences de code ou des écoles de code. Ce type de métier beaucoup plus informatisé, mais également qui vont être capables d'aller chercher dans d'autres champs de l'inspiration, qui vont renouveler leur portfolio client, donc qui vont identifier des nouvelles strates pour le design, des nouveaux champs dans lesquels le design n'est pas présent aujourd'hui. Donc, regardez l'ensemble des métiers
C'est vraiment un conseil fort que je peux vous donner pour identifier des nouvelles opportunités commerciales. Parce que sinon, il y aura embouteillage. Écoute, en 1 minute, est-ce qu'on peut réguler l'IA, à ton avis? Ce serait plutôt une question pour mes collègues juristes. J'en sais rien. Est-ce qu'on peut moi, aujourd'hui, je pense pas. Honnêtement, je serais assez pessimiste là-dessus. Hein. Voilà, je pense que pour mes collègues juristes, ils vont dire oui parce que sinon, ils vont perdre leur métier. Aujourd'hui, je serais assez pessimiste. Hein. Ça va tellement être intégré en profondeur dans tout un tas de champs et d'activités. Je pense pas, mais voilà, c'est une question très compliquée. Hein. Écoute, Anthony, vraiment, ça a été remarquable. Enfin, en tout cas, vraiment, moi, j'ai été passionné par ce que tu nous as raconté. La preuve, de toute façon, c'est toutes les questions qui ont sauté au fur et à mesure de ta présentation. Donc, voilà, il y a encore, toi, ça réagit encore. J'ai pas Écoute, réponse à tout. Hein. Voilà, je suis un ouais, chercheur ouais. parmi d'autres. Ouais. Il y a Écoute, il est d'autres en tête. 20 Hein. heures. Il est 20 heures et fidèlement à la tradition, eh bien, on va se quitter là-dessus. Vraiment, encore une fois, un énorme merci. Je reprends des contacts évidemment avec toi pour débriefer un peu plus calmement de toute cette soirée. Écoute, les merci arrivent hein, au fur et à mesure qu'on termine. Donc, Anthony, merci beaucoup. Écoute, Ouais. c'était un Et puis moi, je plaisir. fais un petit appel s'il y a des projets d'étudiants isolés, des cours ou autres. Envoyez-moi, ça m'intéresse. Voilà, de voir des exemples en pédagogie ou autres liés à ces technologies. Merci à toi, Anthony. À très bientôt. Je te recontacte rapidement. Et bonsoir donc à tous. Et donc à jeudi pour la suite de nos webinaires. Merci, bon cycle de conférence à toutes et à toutes. Au revoir. Merci, Anthony.